Quand on parle de joueurs sous-cotés, on pense souvent à ces gars qu'on aime bien, mais qui n'ont jamais eu la lumière du grand public. Pourtant, un joueur sous-coté, ce n'est pas juste un mec qu'on aime bien, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est avant tout une question de perception, une différence entre ce que la réalité de son talent aurait dû lui valoir et ce que la mémoire collective, les médias, voire même le marché, lui ont réellement accordé. Un joueur sous-coté, c'est un joueur dont la valeur réelle sur le terrain a été ou est encore clairement sous-estimée par rapport à ce qu'il a vraiment apporté à son équipe, à la ligue ou à l'histoire du basket. Ce n'est pas forcément un joueur invisible, ni un simple role-player qu'on oublie au bout d'une soirée, c'est souvent un gars qui a brillé, qui a pesé, qui a influencé son équipe, mais dont la reconnaissance publique est restée en décalage avec ses performances et son rôle. Ce phénomène, finalement assez fréquent, peut être lié à plusieurs contextes, dont la liste est non exhaustive. Le premier, le plus fréquent, à avoir avec les médias. À chaque époque, certains joueurs accaparent toute la lumière pour leur style, leur stats ou leur charisme, pendant que d'autres font le boulot tout aussi bien, mais passent sous les radars. Ensuite, il y a également quelque chose d'étroitement lié à l'histoire ou à la mémoire collective. Quand on fait les top all-time, les discussions sur les meilleurs à leur poste ou dans leur génération, certains noms ne reviennent jamais, alors qu'ils auraient mérité d'y figurer. Ça, c'est la définition même d'être sous-coté. On remarque également que souvent, les joueurs sous-cotés sont des joueurs réduits à une case unique. On les enferme dans une étiquette, par exemple bon défenseur, role-player ou second couteau, alors qu'en réalité, leur palette de compétences est bien plus large. Ils pouvaient scorer, défendre, organiser le jeu, être des leaders silencieux, mais tout ça on l'oublie, ça passe à la trappe, on ne retient que leur spécialité de façon extrêmement réductrice. Dans ce genre de cases, on peut également citer des gars victimes d'un timing ou d'un contexte d'équipe qui a masqué leur vrai impact. Parfois, la génération est tellement talentueuse que même un joueur excellent peut passer inaperçu. Parfois aussi, leur équipe ne gagne pas assez, et même si les joueurs en question n'en sont pas toujours directement responsables, cela efface une partie de leur mérite aux yeux du public. Être sous-coté, c'est donc un phénomène à la fois collectif et subjectif. Il s'agit d'un écart entre la valeur sportive réelle et la reconnaissance publique ou médiatique. On ne parle pas uniquement de stars méconnues qui brillent dans l'ombre, mais bien de joueurs injustement classés en dessous de ce qu'ils mériteraient de l'être. Et ça peut parfois engendrer de lourdes conséquences. Ces joueurs considérés comme sous-cotés n'ont pas toujours eu le salaire, les contrats ou les opportunités qu'ils auraient mérités. Dans une ligue où la réputation compte autant que les stats, être sous-estimé peut se traduire par un impact économique direct sur leur carrière et la reconnaissance qu'ils obtiennent. C'est une espèce de cercle vicieux. Moins on est reconnu, moins on est valorisé et moins on a d'occasion de briller. Évidemment, et c'est important de le préciser, quand on parle de ça, il faut rester prudent. Ce sujet est délicat, car la notion de joueur sous-coté reste toujours très subjective. Parfois, à force de vouloir réhabiliter un joueur considéré comme sous-coté, on finit par le surestimer, on cherche à lui rendre justice, mais on peut alors lui attribuer plus que ce qu'il a réellement apporté, comme si on voulait se rattraper à l'extrême. A l'inverse, dire d'un joueur qu'il est surcoté sans nuance peut conduire à oublier ses vraies qualités, ce qui finit par le rendre sous-coté lui aussi. C'est donc une question d'équilibre, de nuance, et surtout de regard critique sur la façon dont on analyse la carrière et la réputation des joueurs. Parfois, il faut savoir sortir des sentiers battus, regarder les chiffres, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi analyser les contextes, les rôles et les qualités moins visibles comme le leadership, l'intelligence de jeu ou la constance. Ouais, on réalise là, ça en fait des choses à prendre en compte pour un tel sujet. En tout cas, aujourd'hui sur la chaîne de Basket Info, on a décidé de vous proposer une sélection de 10 joueurs qui, selon nous, méritent vraiment plus de lumière. Ces joueurs, que l'on considère comme sous-cotés, ont marqué leur époque et leurs équipes, mais n'ont pas toujours reçu la reconnaissance qu'ils auraient dû recevoir, selon nous, dans l'histoire du basket. Ce n'est pas une liste exhaustive, là encore, il y aurait tellement de noms à évoquer, mais c'est un premier pas pour mettre en avant ces talents parfois méconnus, injustement oubliés, ou au moins pas assez appréciés. L'idée en fait c'est surtout de lancer la discussion avec vous, les fans, les passionnés, les experts, car au final cette notion de joueur sous-coté c'est aussi une histoire de perception personnelle. Ce qui est sous-coté pour une personne peut être totalement juste, voire même surcoté pour une autre, et inversement aussi. Alors êtes-vous prêts à creuser un peu plus loin que les stats classiques, les highlights viraux et les gros contrats, parce que comprendre l'histoire des joueurs sous-cotés c'est aussi mieux comprendre l'histoire du basket, ses nuances, ses injustices, et surtout sa richesse. Pour ça on a eu envie de commencer par Chauncey Billups, un joueur qu'on célèbre rarement alors qu'il mérite un respect immense. Son nom ne revient presque jamais quand on parle des meilleurs meneurs des années 2000, et c'est une hérésie. En effet, dans une NBA dominée par les stats tape à l'œil et les highlights, il a imposé un style à contre-courant, celui de l'efficacité, du leadership, des shoots clutch, le style de Mr. Big Shot. Ce qui rend Billups aussi sous-coté, c'est d'abord son parcours. Pendant des années, il a erré d'équipe en équipe sans vraie stabilité, sans qu'on sache vraiment quoi faire de lui. Un top 3 de draft trimballé comme un joueur lambda. Parce que ouais, à l'époque,
l'époque, quand on pense à un meneur qui compte, on pense d'abord à Iverson, Marbury, Nash, pas à ce meneur costaud, méthodique, mais pas très flashy. Même quand il devient le cerveau d'un des collectifs les plus emblématiques de l'ère moderne, les Pistons 2004, il reste encore dans l'ombre. MVP des finales, oui, leader vocal et stratégique, oui, meneur d'une équipe qui va en finale de conférence 5 fois d'affilée, encore oui, mais star reconnue, toujours pas. Le cœur du problème, il est là, cette équipe de Détroit, aussi incroyable était-elle, n'avait pas de star traditionnelle, pas de visage qui attire les projecteurs, alors on a vite classé Billups comme un bon meneur d'un bon collectif, et basta. Sauf qu'en vrai, c'était de lui que tout partait, c'était lui qui gérait le tempo, qui lisait les défenses et qui frappait toujours au bon moment. Il n'était pas là pour mettre 40 points tous les soirs, il était là pour faire gagner sa team, et il le faisait. Même quand il débarque à Denver en 2008, c'est le même scénario, on se focalise sur Carmelo, mais c'est bien Billups qui transforme cette équipe en prétendante sérieuse, en l'emmenant jusqu'en finale de conférence. Une fois de plus, il a élevé le niveau de tout un groupe, sans jamais obtenir le respect qu'il mérite. Pour justifier ce phénomène, beaucoup se rangent derrière ses stats. 15 points, 5 passes, presque 39% à 3 points, c'est loin d'être exceptionnel. Mais ces chiffres ne montrent pas son impact, son leadership, sa régularité, sa prise de décision, sa propreté, tous ces trucs en fait qu'aucune stat ne mesurait correctement à l'époque. Aujourd'hui, avec les analytics, il aurait probablement été encensé. Mais en ces temps, il a été ignoré. Même son salaire n'a jamais vraiment suivi. À son pic, il touchait moins que d'autres meneurs moins réguliers, moins efficaces, mais plus populaires. Pourquoi? Parce qu'il n'entrait pas dans la case franchise player, on l'a rendu à un simple meneur fiable en oubliant qu'il avait gagné un titre, qu'il avait été MVP des finales et qu'il avait changé la culture de chaque franchise par laquelle il est passé. Et c'est bien là le paradoxe, Chauncey Billups n'a jamais été perçu comme une superstar, alors qu'il en avait l'impact. C'est exactement ça être sous-coté. Ensuite, dans l'histoire des Bulls, quand on parle de l'ère Jordan, deux noms reviennent systématiquement, celui de MJ bien sûr, et celui de Scottie Pippen. Puis, un peu plus loin dans les souvenirs, on pense à Rodman, à Kerr, à Paxson, à Kukoc, mais curieusement, Horace Grant est souvent zappé, comme si sa contribution n'avait été qu'anecdotique. Et pourtant, ce qu'il a apporté à Chicago, puis à Orlando, est bien supérieur à ce qu'apporte généralement un simple coéquipier. Horace Grant, c'est 4 titres NBA, 3 avec les Bulls et 1 avec les Lakers, un rôle de titulaire à part entière dans 2 des meilleures équipes de leur époque, mais aussi un poste 4 hyper mobile, capable de défendre fort, de switcher, de prendre des rebonds et de planter des tirs à mi-distance avec une régularité chirurgicale. Dans les finales 93 contre Phoenix, pendant que tout le monde regardait Barkley et Jordan, Grant compilait 11 points, 10 rebonds, 3 passes et 1,5 contre de moyenne à plus de 53% au tir. Il jouait 38 minutes, il défendait sur Barkley et surtout, il s'occupait de tout le sale boulot. En fait, le plus gros problème qu'il rencontre quand on parle de sa carrière, c'est le contexte. À Chicago, il était coincé entre deux monstres, MJ et Scottie. À Orlando, même histoire, Penny et Shaq captaient toute l'attention. Même son passage aux Lakers se fait dans l'ombre de Kobe et du Diesel. Toujours, il a été la troisième roue du vélo, essentiel, mais jamais en vitrine. Et le comble, c'est que malgré sa constance, son poids sur la victoire et son impact défensif, il n'a été All-Star qu'une seule fois, en 1994. Pour un mec qui tournait autour de 14-15 points, 10 rebonds, 1 contre et une interception de moyenne avec une efficacité redoutable dans des équipes de ouf, c'est une anomalie. Dans la NBA actuelle, Grant aurait probablement un contrat à minimum 25-30 millions par an, une place automatique dans une All-Defensive Team, et les fans de stats avancés crieraient au génie quand ils le regarderaient jouer. Mais dans les années 90, sans réseaux sociaux, sans analytics et avec des projecteurs braqués principalement sur les scoreurs, son style sobre est passé complètement à la trappe. Horace Grant pourtant dans les années 90 c'était le lion, le glue guy, le mec qui ne faisait pas de bruit mais qui tenait la baraque. Et s'il n'a pas eu le salaire, la reconnaissance ou les hommages prévus, ce n'est pas parce qu'il ne les méritait pas, c'est surtout parce qu'on ne regardait pas assez loin derrière ses coéquipiers stars. D'ailleurs ce genre de situation peut s'observer encore aujourd'hui, dans une NBA qui célèbre les highlights et les récits plus que le jeu lui-même, Jrue Holiday est également une anomalie. Depuis plus d'une décennie, il incarne le rôle de two-way player dans sa forme la plus pure, lui qui peut faire gagner sa team des deux côtés du terrain sans jamais faire de bruit. Et c'est justement là que réside l'injustice, sa constance, sa rigueur et sa polyvalence sont presque trop discrètes pour un environnement qui préfère les superlatifs aux fondamentaux. C'est quand on sait ça qu'on se rend vite compte à quel point Holiday coche absolument toutes les cases du joueur sous-coté. Prenons son impact en playoff de manière globale pour illustrer son rôle. Que ce soit à Milwaukee ou à Boston, il a été le genre de joueur qui pouvait faire basculer une série sans forcément remplir les colonnes statistiques. En 2021, les Bucks n'auraient pas été champions sans lui. C'est lui qui a verrouillé Booker et Chris Paul dans les moments clés. C'est lui qui a arraché l'interception décisive au Game 5. Et c'est encore lui qui, malgré tout ça, a été relégué au statut de troisième homme dans l'effectif. Quand les Bucks l'ont laissé partir pour accueillir Damian Lillard, l'histoire est devenue presque cruelle pour lui. Tout le monde parlait d'un upgrade, d'un coup de maître pour Milwaukee. Et pourtant, depuis que
que Jrue est parti, les Bucks n'ont plus jamais passé le premier tour en post-season, comme quoi il était sûrement beaucoup plus important que ce que certains voulaient bien laisser entendre. Le problème c'est que Holiday est trop souvent réduit à une seule case, celle du défenseur élite, de role-player modèle ou de coéquipier loyal. Mais Jrue c'est bien plus que ça, c'est un joueur capable de tenir la balle, de créer pour les autres, de planter des tirs clutch et surtout de faire passer un collectif au niveau supérieur. Son arrivée à Boston en est encore la preuve, il ne prend pas la lumière mais il élève le plafond de l'équipe, il stabilise le tempo et surtout il rend ses coéquipiers meilleurs. Il n'a pas besoin d'être All-Star pour être indispensable. Par contre, à ses doigts, il a déjà 2 bagues de champion, et pour ça, difficile de nier sa responsabilité. Par contre, c'est peut-être ça la plus grande tragédie de sa carrière, n'avoir été All-Star que 2 fois quand des joueurs beaucoup moins complets mais bien plus flashy ont obtenu ces honneurs à répétition. Dans une NBA obsédée par la narration, Jrue n'a jamais été présenté comme une star. Il n'a pas eu de surnom flamboyant, de mixtape viral ou de campagne marketing à son image. Non, par contre, il a eu l'impact, le vrai, celui qui gagne des titres, celui qui fait de lui non pas un simple soldat, mais un vrai général, même camouflé dans l'ombre. Et si l'on prend un peu de recul sur le passé, on observe vite qu'il y a des joueurs qu'on cite automatiquement quand on parle des arrières dominants des années 80. Jordan, évidemment, Drexler, souvent, Isaiah Thomas, on ne l'oublie pas, mais Sidney Moncrief, silence radio. Pourtant, on parle ici d'un double défenseur de l'année, 5 fois All-Star, 5 fois All-NBA, leader d'une des meilleures équipes de la décennie, et malgré ça, son nom semble s'être totalement évaporé des mémoires collectives. C'est précisément pour ça qu'on doit évoquer son nom aujourd'hui, parce que selon nous, Sidney Moncrief est l'un des joueurs les plus sous-cotés de toute l'histoire de la Grande Ligue. Déjà, à son arrivée en NBA en 1979, Moncrief n'était pas programmé pour la lumière. Pas de hype médiatique excessive, pas de marché flashy, juste un joueur complet, intense, qui débarque à Milwaukee dans l'ombre de Boston, Philly ou LA. Très vite, il devient pourtant le cœur et l'âme de ses Bucks, un two-way player avant même que le terme n'existe, capable de scorer plus de 20 points de moyenne tout en défendant comme un chien de garde sur les meilleurs extérieurs de la ligue. Il était petit pour un arrière avec son 1m93, mais explosif, intelligent et ultra fiable, jusqu'à ce que son corps commence à le lâcher. Moncrief, c'est lui aussi l'histoire d'un joueur réduit à une seule dimension dans les récits. On le cite constamment comme un défenseur élite, ce qu'il était sans aucun doute, mais on oublie tout le reste, son efficacité offensive, sa capacité à attaquer le cercle, à jouer au poste, à provoquer des fautes à la chaîne et même à organiser le jeu. Ce n'était pas juste un lieutenant de luxe ou un glue guy, c'était le meilleur joueur d'une équipe qui, dans les années 80, avait le 3e meilleur bilan de la NBA derrière les Celtics et les Lakers, rien que ça. Alors pourquoi est-il tombé dans l'oubli? D'abord parce qu'il a joué à Milwaukee, une franchise rarement mise en lumière à l'époque. Ensuite, parce qu'il n'a jamais atteint les finales NBA malgré plusieurs passages en finale de conférence, ce qui l'a privé de vrais moments de gloire sur les antennes nationales. Et puis, il y a eu les blessures qui ont ralenti sa carrière et qui l'ont empêché de durer assez longtemps pour marquer plusieurs générations. Pas de bague, pas de highlight mythique, pas de storytelling, donc pas de souvenirs. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Même la reconnaissance institutionnelle est arrivée tard pour lui. Le Hall of Fame ne l'a intronisé qu'en 2019, soit 3 décennies après sa retraite. C'est révélateur. Moncrief n'a jamais eu le salaire, la notoriété ou la postérité que son talent méritait. Pourtant, les légendes connaissent son talent. Jordan disait de lui qu'il était l'un des joueurs les plus pénibles à affronter. Les coachs le respectaient. Les vrais savent, comme on dit. Au final, Sidney Moncrief, c'est la preuve que l'histoire oublie parfois des monuments, et c'est bien pour ça qu'on tenait à le mettre en lumière aujourd'hui. Dans un autre style, on a vite tendance à zapper qu'à son prime, Deron Williams était tout simplement l'un des 3 meilleurs meneurs de la planète. De 2007 à 2011, il était impossible de parler de ce poste sans mentionner Chris Paul, Steve Nash et Deron Williams. Pourtant aujourd'hui, il a quasiment disparu des mémoires, plus personne ne le cite spontanément dans les débats, comme si ce qu'il a accompli avait été effacé. C'est précisément ça qui en fait un joueur profondément sous-coté. On ne parle pas ici d'un bon lieutenant ou d'un artisan discret, mais d'un patron offensif au sommet de sa génération, injustement mis de côté dans les livres d'histoire. Ce que Deron paye, c'est d'abord le lieu de ses exploits, Salt Lake City, un marché discret, peu glamour, peu couvert médiatiquement, ça n'aide pas. Ensuite, il y a son profil, pas de grandes envolées au cercle, pas de sourire ultra bright, pas de storytelling facile dans les montagnes de l'Utah. D. Will n'était pas là pour faire le show, il était là pour gagner, et à sa mesure, il l'a fait. Sous la houlette de Jerry Sloan, il a porté le Jazz vers les sommets de la conférence Ouest, avec des saisons à 18 points et 10 passes, une domination totale sur pick and roll avec Carlos Boozer, et des campagnes de playoffs très solides. À cette époque, beaucoup disaient que dans un style plus costaud, plus contrôlé que CP3, Deron était tout simplement le meilleur meneur de la ligue. Kobe Bryant lui-même disait qu'il était un de ceux qu'il détestait le plus affronter. Mais voilà, malgré ses discours, sa reconnaissance reste partielle. Seulement 3 sélections au All-Star Game, une seule dans une All-NBA Team, et surtout une fin de carrière qui brouille tout. Son clash avec Sloan a terni son image, son départ vers les Nets est arrivé dans un contexte chaotique, et les blessures l'ont vite rattrapé. En quelques saisons, il est passé des finales de conférence 2007 au silence, et dans l'imaginaire collectif, il reste
seulement un meneur qui n'a pas confirmé, quand en réalité il a surtout été trahi par son corps. D'autres, comme Brandon Roy, à peu près à la même époque, n'ont pas du tout connu le même narratif. Puis ce que beaucoup oublient, c'est que Deron Williams n'était pas qu'un meneur NBA. Pendant le lockout, en 2011, il part en Turquie, au Beşiktaş, et à Istanbul, il devient une légende locale, avec son maillot qui a été retiré depuis. Pourquoi? Parce que son jeu basé sur le QI basket, les lectures et un tempo élevé fonctionne partout. Contrairement à d'autres stars qui dépendent du spacing ou de leur qualité athlétique, lui a prouvé qu'il pouvait également surdominer dans un contexte FIBA. Avec Deron Williams, lorsqu'il était à son prime, on parle d'un joueur qui aurait pu réussir dans n'importe quel système. Mais le storytelling NBA est cruel, pas de bague, pas de longévité au plus haut niveau, pas de buzz, pas de mémoire. Il a même terminé sa carrière sur le banc des Cavs de LeBron en 2017 comme figurant sans jamais pouvoir écrire un dernier chapitre glorieux. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que D-Will est presque plus connu pour son combat de boxe contre Frank Gore que pour ses 2 sélections dans les All-NBA Teams. Triste ironie pour un joueur qui pendant 5 ans avait les clés de l'une des équipes les plus régulières de l'Ouest, et ça aujourd'hui ça méritait d'être rappelé. D'ailleurs, une autre chose qui nous tenait à cœur, c'était de rétablir la vérité sur André Iguodala. Iggy, c'est ce gars qu'on considère toujours comme un simple role-player chez les Warriors, alors qu'en réalité, il est le cerveau discret et indispensable d'une dynastie. On se souvient de son MVP des finales en 2015, ce trophée dont certains remettent régulièrement en cause la légitimité en arguant que Curry l'aurait mérité. C'est vrai que si on ne regarde que les chiffres et les box scores, le chef a de sacrés arguments. Pourtant, quand on se remémore le déroulement des matchs et qu'on gratte un peu, on réalise vite que même si Iguodala ne livrait pas des statistiques tape à l'œil, il n'était pas là pour ça, il abattait un boulot monstre. Il a été l'homme capable de défendre sur LeBron James avec une intensité rare, de brouiller les lignes de passe et de transformer chaque possession en opportunité. C'est précieux tout ça. Il était un défenseur, oui, mais pas que. Il pouvait également se muer en playmaker de luxe, tout en endossant le costume de leader silencieux capable de mettre de l'huile dans tout le collectif. Au début de sa carrière aux Sixers, Iguodala montrait déjà des signes d'un basket intelligent et complet, mais c'est surtout lors de son passage chez les Warriors que son impact s'est imposé de manière historique. En acceptant de sortir du banc, il a su créer le fameux line-up de la mort qui a fait trembler la ligue, prouvant qu'un joueur qui sait faire circuler le ballon et lire la défense peut être bien plus décisif qu'un simple scoreur qui remplit les feuilles de stats. On oublie trop souvent que son MVP des finales n'était pas qu'un trophée isolé, c'était la reconnaissance d'un joueur qui en un clin d'œil pouvait stopper les assauts adverses et imposer son jeu quand la situation le nécessitait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Iguodala a toujours joué dans l'ombre, sans chercher la lumière médiatique. Dans une NBA obsédée par le scoring, son apport se faisait sentir dans les ajustements tactiques, dans cette capacité à changer le cours d'un match en défendant sur le meilleur joueur adverse, ou en instaurant un élan différent dès qu'il touchait la gonfle. C'est précisément cette intelligence de jeu et cette polyvalence qu'il place parmi les véritables artisans du succès collectif, même si aux yeux du grand public et des débats historiques, son rôle reste minimisé. Au final, on se rend compte qu'André Iguodala est sous-coté non pas parce qu'il ne brillait pas de manière statistique, mais plutôt parce qu'on a longtemps préféré célébrer les exploits individuels à l'impact discret d'un joueur qui pourtant, à lui seul, a contribué à écrire l'histoire des Warriors. On devrait peut-être enfin lui rendre hommage en reconnaissant que sans lui, le puzzle de Golden State ne serait pas complet. Si les Warriors, dans l'ère moderne, n'ont jamais remporté une seule bague sans lui, malgré son départ puis son retour, ce n'est peut-être pas un hasard, et pourtant, il n'a été qu'une seule fois All-Star. Par contre, ne pensez pas qu'il faut avoir joué au basket récemment pour être sous-coté, pas du tout. En zappant Elgin Baylor en 2025, c'est un peu comme si on avait oublié l'existence du chaînon manquant entre la NBA d'hier et celle d'aujourd'hui. Quand on parle d'héritage, de filiation stylistique ou d'évolution du poste d'ailier, son nom devrait surgir instantanément, et pourtant silence. Presque personne ne le cite quand on liste les plus grandes légendes, pas parce qu'il n'avait pas le niveau, loin de là, pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il a joué à contre-temps. À une époque où les pivots régnaient en maître, Baylor a apporté quelque chose de totalement nouveau dans les années 60, le jeu dans les airs. Bien avant Dr. J, bien avant Jordan, il volait, il planait entre les défenseurs, utilisait la planche avec une précision chirurgicale, et réalisait déjà des gestes qui nous évoquent aujourd'hui les acrobaties les joueurs les plus spectaculaires. En fait, son style était tellement en avance qu'il a été mal compris. On le voyait comme un joueur fantasque, pas comme un pionnier, et on ne le regardait pas comme il aurait fallu qu'on le regarde. Pourtant, lui, contrairement à beaucoup de joueurs que l'on évoque dans cette vidéo, il a les chiffres de son côté. 27 points et 13 rebonds de moyenne en carrière, 38 points et 18 rebonds sur une saison, tout en servant dans l'armée et donc sans jouer tous les matchs, c'est létal. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir planté 70 points dans un match NBA, il en a posé 61 en finale en 1962, un record toujours debout aujourd'hui, tout ça à une époque où la couverture médiatique était minimale, et encore plus pour un joueur noir qui ne jouait pas dans une équipe qui gagne. Ce qui lui fait défaut finalement, c'est le contexte. Baylor a passé sa carrière à croiser le fer avec les Celtics de Bill Russell, sans succès. 11 titres en 13 ans pour Boston, 0 pour lui, et pourtant 8 finales disputées, 8 fois il a été à 2 doigts de la consécration. Baylor est une superstar sans
sans bague, et dans la mémoire collective, c'est souvent un red flag. Et comme si le sort voulait encore enfoncer le clou, il a pris sa retraite au début de la campagne 1971-1972, saison où les Lakers décrochent enfin le titre, une ironie totale. Mais le vrai drame, c'est que même sans bague, même diminué par les blessures en fin de carrière, Elgin Baylor reste l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire. Il était un joueur complet, pas juste un scoreur, un rebondeur élite pour sa taille, un passeur, un leader, un homme aussi qui n'a pas hésité à refuser de jouer à Charleston à cause de la ségrégation raciale. Un geste de résistance marquant qui a ensuite forcé la ligue à revoir sa politique. Alors oui, Elgin Baylor est sous-coté parce qu'il a joué trop tôt, parce qu'il n'a pas eu de titre et parce que l'histoire a été racontée sans lui. Mais avec cette vidéo, il est temps de la réécrire cette histoire, pour replacer Baylor au niveau qui est le sien, celui d'un géant dans l'ombre, sans qui la NBA aurait mis bien plus de temps à décoller. Mais gagner des titres ne te garantit pas le respect à tous les coups. Oui, pour nous, Marc Gasol, c'est un peu le prototype même du joueur sous-coté. Pas parce qu'il n'a rien gagné, il a un titre NBA, un DPOY et des sélections All-Star, mais parce que la perception autour de lui n'a jamais vraiment reflété son vrai poids sur un terrain de basket. Trop lent, trop européen, pas assez flashy, on l'a souvent réduit à l'étiquette de gros pivot qui passe bien la balle, mais il était bien plus que ça. En effet, quand on pense aux pivots dominants des années 2010, les noms qui reviennent spontanément sont Dwight Howard, DeMarcus Cousins, voire Joakim Noah, des joueurs qui avaient soit plus de charisme, soit des stats plus clinquantes, soit simplement plus de buzz. Mais sur la durée, sur l'impact global, Marc Gasol peut se défendre face à n'importe lequel d'entre eux sans sourciller. Défensivement, il a été l'encre de l'une des meilleures équipes de l'Ouest pendant des années avec Memphis. Le projet Grit and Grind, ce n'était pas juste des bastons de tranchée avec Tony Allen et Zach Randolph, non, c'était aussi un collectif, une attaque sur demi-terrain où Gasol jouait le rôle de chef d'orchestre silencieux à la perfection. En 2013, il est élu meilleur défenseur, preuve de sa domination, mais paradoxalement, il n'apparaît même pas dans la All Defensive First Team cette année-là. Ce genre d'incohérence symbolise bien le flou qui a toujours entouré sa reconnaissance. Ses chiffres bruts de 14 points, 8 rebonds, 4 passes et 1,5 contre ne racontent pas toute l'histoire. C'est dans la fluidité de son jeu, sa lecture des aides, sa capacité à organiser une attaque depuis le poste haut que se trouvait sa vraie valeur. Même quand il gagne finalement un titre avec Toronto en 2019, c'est encore une fois dans l'ombre. Dans les médias, tout tourne autour de Kawhi Leonard. Pourtant, la défense de Gasol sur Embiid en demi-finale de conférence est l'un des tournants majeurs de cette campagne. Encore un joueur qui ne cherche pas la lumière, mais dont l'impact a été fondamental. Au fond, Marc Gasol a payé son profil. Discret, peu spectaculaire, jamais dans la surenchère. Peu de highlights, pas de déclarations tapageuses, juste du basket intelligent, constant, indispensable. Aujourd'hui, quand on refait le film des grands pivots de sa génération, son nom vient rarement directement, alors que pourtant, il devrait être cité parmi les premiers. Il est la preuve que dans cette fresque de la NBA, il y a ceux dont le nom résonne à chaque époque, et il y a ceux dont l'impact a été réel, mais qui pour une raison ou une autre ont glissé entre les mailles du filet, et Shawn Marion fait lui aussi partie de cette deuxième catégorie. Pourtant, au sommet de ses années à Phoenix, le Matrix était bien plus qu'un simple rouage, il était l'un des moteurs silencieux d'une machine de guerre, un joueur caméléon à l'utilité démesurée, dont la reconnaissance est longtemps restée en dessous de son niveau réel. Remettons un peu le contexte en avant pour illustrer notre pensée. Dans les années 2000, les Suns de Mike D'Antoni bousculent la NBA avec leur jeu ultra rapide, leur philosophie 7 seconds or less et un duo phare, Steve Nash, double MVP, et Amare Stoudemire, machine à highlights. Sauf que derrière cette vitrine, il y a Marion, discret mais vital pour le collectif. Et ouais, malgré ce que certains semblent penser aujourd'hui, il n'était pas qu'un bon défenseur à l'allure atypique et au tir qui pique les yeux. C'était un mec qui tournait à plus de 20 points par match, qui prenait 10 rebonds tous les soirs ou presque, qui défendait sur les meneurs comme sur les ailiers forts, et qui enfilait ce costume dans des équipes qui jouaient les premiers rôles. L'exemple parfait, c'est la saison 2005-2006. Amare est out quasiment toute l'année. Résultat, Marion devient la bouée de sauvetage de Phoenix. Il finit à quasi 23 points, 12 rebonds, 2 interceptions et 2 contres avec une efficacité redoutable. Il est top 15 NBA en points, top 3 en rebonds, top 5 en interceptions et mène son équipe dans quasiment toutes les stats sauf les passes. En clair, il fait tout. Défenseur élite, scoreur primaire ou secondaire, leader silencieux, un vrai couteau suisse. Pourtant, une simple All-NBA Third Team, une 7ème place au DPOY et une vraie reconnaissance qui ne dépassera jamais le statut de soldat utile. Pourquoi ? Eh bien pour expliquer ça, difficile de dire que son style n'est pas au moins un peu responsable. Marion avait cette gestuelle de tir peu académique, limite gênante, qui a toujours fait passer son jeu pour bizarre. Ensuite, son rôle. Avec ses doigts tordus, il n'a jamais été la figure marketing d'une franchise. Trop discret, pas assez bankable, trop dans l'ombre. Enfin, le timing a lui aussi joué contre lui, c'est évident. Il a évolué à une époque dominée par Kobe, LeBron, Iverson, Duncan, tous des marqueurs de génération. Face à ces monstres de narration, Marion n'a jamais trouvé sa place dans les récits du grand public. Pourtant, si on juge l'impact pur, la polyvalence, la constance, le rôle dans des équipes qui gagnent, le Matrix a tout d'un joueur majeur. À nos yeux, il est probablement l'un des plus gros snubs de l'histoire quand on parle de reconnaissance individuelle, tout simplement parce qu'à force de le résumer à sa défense ou à son shoot bizarre, on a oublié à quel point il était primordial.
Primordial à Phoenix, bien sûr, on l'a beaucoup dit jusque-là, mais aussi à Dallas en 2011, où il a tenu un rôle énorme pour aller chercher la bague avec Nowitzki. En gros, Sean Marion, c'est l'archétype du joueur sous-coté, trop fort pour être un simple role-player, pas assez bankable pour être traité comme une star. Et quand on gratte un peu, on se rend compte que la trace qu'il a laissée dans les équipes où il est passé est bien plus profonde que ce que laissent croire les discours modernes. Enfin, on voulait finir avec Kyle Lowry. Lui, c'est un peu comme ces films que tout le monde redécouvre 10 ans après leur sortie. Au moment où ils arrivent en salle, ils passent inaperçus, mais une fois le générique terminé et les années passées, on se rend compte qu'on tenait là un chef-d'œuvre. Lowry, c'est pareil. Pendant longtemps, il a été ce joueur de devoir, celui qu'on admire de loin sans jamais le placer dans des débats sérieux. Trop petit, pas assez flashy, pas de stats suffisamment ronflantes, pas le swag d'une superstar. Et pourtant, quel joueur à son prime. Il faut dire aussi qu'il a mis du temps à faire sa place et ça l'a peut-être desservi. Drafté avec le 24e choix en 2006 par Memphis et utilisé dans des rôles secondaires, il passe sous les radars à Houston malgré une progression impressionnante et arrive à Toronto sans tambour ni trompette. Et c'est justement là, dans le Canada, que tout commence, là où dans l'ombre il va se forger une carrière de géant. Leader de vestiaire, moteur émotionnel d'une équipe en quête d'identité, Kyle Lowry va transformer les Raptors et les amener à un niveau que la franchise n'avait jamais connu et n'avait jamais espéré. Il n'était pas juste un lieutenant ou un défenseur solide, il était un vrai patron. Son jeu pourtant n'a jamais été de ceux qui attirent les caméras, il ne tourne pas à 30 points par match, ne compile pas des triples-doubles tous les 2 jours, mais ce n'est pas grave, il fait tout le reste, il organise, il défend, il arrache des fautes, il encaisse des passages en force, il gueule, il motive, et il est sacrément clutch. Ce sont ses 26 points, ses 10 passes et surtout son leadership qui ont permis à Toronto de résister à Golden State lors du match 6 des finales 2019, et encore une fois, seul Kawhi a pris la lumière. Normal, mais injuste pour Lowry. En réalité, le meneur, comme pas mal d'autres, a été victime de son timing. Dans une ligue qui vénère le spectacle, il a prospéré dans l'ombre de Curry, de Lillard ou de Westbrook, des arrières spectaculaires, plus vendeurs. À côté de ça, il a passé l'essentiel de son prime à Toronto, dans une franchise canadienne bien loin des projecteurs américains. Pendant ce temps-là, il a aligné les saisons à plus de 18 points, 7 passes et 5 rebonds, tout en défendant comme un mort de faim. Des stats qu'on n'imprime pas sur des t-shirts, c'est sûr, mais des prestations qui font gagner des matchs, et c'est bien là le plus important. En 2025 encore, alors qu'il termine sa carrière chez lui, à Philadelphie dans un rôle de mentor, beaucoup continuent de le juger sur son physique vieillissant, sans se souvenir de ce qu'il a construit par le passé. Ce n'est pas parce qu'il est moins bon aujourd'hui qu'il faut effacer ce qu'il a accompli hier, ce serait une erreur. Dans le fond, même si le grand public l'oublie, le plus bel hommage vient peut-être de ses pairs, et ce n'est pas rien. Que ce soit Brad Stevens, Nick Nurse ou Joel Embiid, tous l'ont dit, Lowry n'a jamais été apprécié à sa juste valeur, et ceux qui ont croisé sa route connaissent la vérité à son sujet. Maintenant, si l'on fait le bilan, on aurait pu en mettre plein d'autres des joueurs sous-cotés. Franchement, entre les joueurs oubliés parce qu'ils n'ont pas eu de bague, ceux qui ont été dans l'ombre d'un plus grand nom ou ceux dont le jeu ne rentrait pas dans les standards vendeurs de leur époque, il y avait de quoi faire une vidéo de 2 heures. Voilà pourquoi, encore une fois, on le répète, ce qu'il est important de retenir, c'est que cette sélection reste avant tout une question de perception. Ceci dit, ce qui rassemble les 10 gars dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est qu'à nos yeux, ils méritent davantage de reconnaissance. Pas juste sur un tweet isolé ou une vidéo comme la nôtre, on parle d'un vrai respect dans les discussions NBA, dans les classements all-time et dans les références culturelles. Pourquoi ? Parce que leur impact dépasse largement ce que l'on a tendance à retenir quand on fait le bilan de leur carrière. Reprenons Moncrief par exemple, 2 fois Deepoy en étant arrière, à une époque où la ligue regorgeait de scoreurs de folie. Mais il est où dans les discussions et les débats sur les meilleurs défenseurs de l'histoire ? Nulle part. Même chose pour un Gus Williams qu'on aurait pu évoquer, leader offensif d'une équipe championne en 1979, mais oublié dans l'inconscient collectif alors qu'il a fait exactement ce que l'on demande de faire à une superstar. Le mec a tourné à 29 points par match dans la finale face aux Bullets, et on est sûr que certains d'entre vous ne connaissent même pas son nom. La NBA aime les récits flamboyants, les stats gonflés, les highlights qui tournent en boucle, et c'est logique, c'est ce que le public veut. Mais cette vidéo, c'est aussi un moyen de rétablir une forme d'équilibre, de vérité, et de mettre un petit coup de projecteur sur ceux qui ont brillé autrement, ceux qui n'ont pas fait grand bruit, mais qui ont tout de même laissé une vraie trace dans l'histoire de la Grande Ligue. Et puis on ne va pas se mentir, aujourd'hui on est dans une ère où tout est mesuré, noté, classé, alors quand un joueur ne coche pas toutes les cases visibles comme la hype médiatique, les bagues ou les chiffres absurdes, il passe à la trappe. Et ce, même si dans le fond son apport était immense. C'est précisément ce genre de profil qu'on avait envie de mettre en avant dans ce contenu. Au fond, on ne vous dit pas que ces joueurs sont meilleurs que ceux qu'on encense régulièrement, pas du tout, il ne faut pas tout mélanger. On vous dit juste qu'ils méritent une place plus juste dans l'histoire, une place qu'ils n'ont pas toujours eue pour plein de raisons, mais une place qu'on peut leur redonner nous, en tant que fans, en tant que passionnés. Sauf que maintenant, vu que c'est hyper subjectif, est-ce que vous en voyez d'autres, vous, de ces joueurs sous-cotés, ces gars dont on ne parle jamais mais qui vous ont marqué dans votre vie de fan NBA? Dites-nous tout ça en commentaire, on a hâte de découvrir vos pépites. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.